Donc on a eu ici même à Meknes, on a eu les hémorragies patients sous anticoagulants, ensuite on a eu la nutrition, ensuite la trithérapie, et aujourd'hui on a l'hépatite virale B, un staff, et bien sûr avec nos partenaires que je remercie, Apromed BMS. Donc bienvenue à cette 4e manifestation de la GERC, votre association. Je remercie le professeur Akouded d'avoir bien voulu cumuler cette séance où il sera essentiellement la présentation qu'on a des cas cliniques. Alors, je remercie ceux qui ont envoyé les cas cliniques. Je pense que c'est Dr Hamouden, Dr Wazza, Dr Benadir. Alors il y a déjà 4 cas. 4 cas. Donc on va commencer par ces cas parce qu'ils ont été envoyés par les collègues pour qu'on puisse un peu discuter et répondre éventuellement. Et le professeur Koudel a aussi préparé 5 cas, donc un total de 9. Donc tout dépendra de votre énergie, de votre temps. On commence par les 4 et on ira si on peut les passer comme mahwa, si on peut passer une partie. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. 2 points qu'on avait déjà cités et sur lesquels je reviens. Le premier, c'est que il y aura le DU de nutrition, donc un centrale laitière, un week-end en septembre et un en novembre. Donc on va vous envoyer le programme, comme ça, les Belcom, est-ce que vous êtes intéressés ou non pour les inscriptions, parce qu'il faudra absolument le communiquer, les noms des inscrits, parce qu'il y aura les 2 formations et l'attestation ne pourra être délivrée que pour ceux qui assistent aux 2. Bien sûr, on s'inscrit toujours dans le programme mensuel, donc il y a une réunion prévue le mois prochain à Fès, bien sûr durant le mois de Ramadan, et on va essayer de trouver une thématique qui va avec le mois, et comme la plupart ne sont pas en congé, donc ce serait une occasion de se revoir. Bien sûr, on va sauter le mois d'août, et on se retrouvera en septembre. Alors nous avons la crédibilité de la GERC est déjà là, on a même une pression de la part des partenaires qui demandent à organiser une manifestation avec nous. Donc déjà on est complet jusqu'à décembre 2013, il y a déjà une demande pour le premier trimestre 2014. Le dernier point, c'est la journée de la GERC, mais le bureau, vous avez informé, elle ne sera organisée qu'au printemps 2014. Là, bien sûr, on vous enverra un email pour voir avec vous les thématiques, l'organisation, les différents aspects. Donc voilà un peu grosso modo la vie de la GERC. Et sans plus tarder, je passe la parole au professeur Akouded, que je remercie encore une fois. Merci monsieur. On a discuté des cas cliniques autour de l'hépatite virale B. Donc sans tarder, je vais commencer par les cas cliniques qui nous ont été envoyés par nos collègues, que je remercie infiniment. Je commencerai par le premier cas clinique que j'ai reçu, le docteur Seboisa. Donc c'est l'hépatite virale B qu'on a depuis avril 2012. Donc c'est pour ça que vous pouvez intervenir si vous avez un commentaire dans le jour. Lors d'un don de sang avec une charge virale élevée à 7 log, 20 852 627 unités internationales par AML, 43 ans, de sexe masculin, sans antécédents, l'antigène HBS quantifié à 4 log, les plaquettes à 37 000. Voilà ce que j'ai reçu. Un deuxième dosage de l'ADN de virus de l'hépatite B est revenu à 7,18 log, toujours très élevé. Légère cétolyse à 49.
avec des plaquettes cette fois-ci à 114 000. Il n'y a pas eu d'évaluation de la fibrose. L'écho, il y a une écho? Il y a une écho là-bas? Non, ouais. C'est important parce qu'on sent déjà qu'on a l'impression qu'il y a une cirrhose déjà. L'antigène HBE, on n'a pas reçu d'antigène. Positif. Antigène HBE? Bien sûr. Donc finalement c'est 43 ans, HBE positif, charge virale très élevée, transaminase légère cétolyse sur un seul dosage, cétolyse vraiment minime, avec... Et bien sûr, là, il n'y a pas de co-infection VIH, Delta, C. Donc, dernière question, la charge virale très élevée, ça peut être quoi? Une charge virale très élevée Sur l'HBE positif, généralement la charge virale très élevée dans l'HBE positif parce que c'est un signe de réplication virale. S'il n'y avait pas de thrombopénie, on va se dire qu'on est devant un immunotolérant. Le problème posé ici, c'est la thrombopénie. Comment expliquer la thrombopénie chez ce patient? Parce que il y a une différence de... Ça reste inférieur à 150 000. On est dans la thrombopénie. Il a été refait. On est dans la thrombopénie. Normal. Que faire? Non, attends. Il a été refait ici en avril 2012. Il a des nouvelles, il a des marqueurs de plaquettes qui sont normaux. Non, enfin, les plaquettes, enfin, ils sont devenus normales après. D'accord. À 112, 114 عاوتاني Inférieur à 150 000. 150. Inférieur à 150 000, c'est thrombopénie. 150 000. Bien sûr, la fin. Comparativement. Supérieur à 100 000. 34. Mais inférieur à 150 000. Donc il est toujours dans la 37 thrombopénie. 000. Il y a une fibrose, des signes d'HTP. 2 fois. Normal. Ils peuvent faire une thrombopénie, c'est-à-dire qu'il n'a aucune relation avec la... Exactement, on peut avoir une thrombopénie sans rapport, sans qu'il y ait une cirrhose sous-jacente, mais pour être sûr, j'ai 45 ans. 43 ans. 43 ans. Il faut faire une biopsie. Là, la biopsie ou autre chose alors? Devant les. Est-ce qu'on doit évaluer la fibrose tout court? Ou là, la biopsie, C'est une biopsie hépatique. Pour l'hépatite B, il est incontournable. J'ai fait. Il y a des études qui ont montré la fiabilité de fibroscan et de fibrotest, et ce n'est pas encore validé. Et surtout chez ce patient-là, il faut aller voir la biopsie hépatique. Et tu as fait un fibroscan Oui, normal. fibroscan normal. Absence de fibrose significative. Non. D'accord. De toute façon, chez ce patient, même les immunotolérants, on peut recommander une biopsie hépatique. Vu l'âge de patient. On a les plaquettes. Et la cytolyse qui est minime. Exactement, il y a une cytolyse. Exactement. On n'est plus dans le vrai immunotolérant. La biopsie hépatique, ça impose. Avec les plaquettes contrastes. biopsie de fois. C'est quand on est... Ça fait 60 000, 70 000 à Turquie. Maintenant, il n'y a pas de souci. Pousse normal. Non, négatif, ça veut dire. Enfin, négatif. Les deux. Les deux. Anticorps et antigène. A été fait la biopsie? Non. Le deuxième cas clinique. Pour la biopsie. Si on a un problème de thrombopénie, c'est par la biopsie de plaquette, il est agressif, il est jeune, ne faut-il pas d'abord... On a déjà fait le fibroscan. On a déjà fait le fibroscan. Moi je ne m'intéresse plus à la B. C'est-à-dire la thrombopénie, il l'a étudié avec 2 ou 3 analyses pour voir s'il y a Et une... effectivement, même si on demande des anticorps antiplaquettes Voilà, et tout ça, absolument. même s'ils sont positifs, on est obligé d'aller faire une biopsie hépatique. Moi, j'ai un seul patient qui est... Je suis depuis 2003, ensemble. Il a une thrombopénie, mais il n'y a pas de cirrhose. Il a des plaquettes qui ne dépassent pas 100 000, mais les F2 à la biopsie hépatique. Et les anticorps sont positifs. Parce que le problème qui se pose sur le thrombopénie, c'est que, bon, alors, quand on a une hypertension portable, c'est facile, c'est l'hypersplénisme. Mais quand il n'y a pas d'hypertension portable, justement, d'ailleurs, j'ai posé la question au moins 4 ou 5 fois le congrès, je n'ai jamais eu une réponse satisfaisante. Bon, c'est un indicateur de fibrose, ça veut dire qu'il y a une fibrose quand même significative. Mais comment expliquer cette thrombopénie, la fibrose et la thrombopénie? Pour continuer le mégalithèque. Il y a 3 mécanismes pour expliquer la thrombopénie, que ce soit dans l'hépatite B ou dans l'hépatite C.
il y a l'hypersplénisme, il y a l'agressivité du virus lui-même quant à les plaquettes, direct. Donc toxicité directe, virale contre les plaquettes, il y a le mécanisme auto-hypertension. Mais dans ce cas, bon, à part l'hypersplénisme, dans les deux autres cas, la toxicité du virus ou bien le problème auto-humain, ce n'est pas un indicateur de la sévérité de la fibrose. Non. Parce que on ne peut pas se baser uniquement sur la thrombopénie pour dire qu'il y a une fibrose sévère. Voilà, parce que ce qu'on dit, lorsqu'on a une thrombopénie, alors là, il faut signifier qu'il y a une fibrose significative. Il faut absolument l'éliminer. Oui, je pense à noter que la corrélation est très grande. C'est-à-dire les cas de figure où tu auras une thrombopénie, où il n'y aura pas de fibrose, il a toute une série, il a un seul malade. Et dans la littérature, c'est très corrélé. La thrombopénie, à 80%, ça doit être une valeur prédictive positive de 95%, c'est ça, c'est pas du 100%, mais c'est corrélé à la fibrose. Bien sûr, il y a d'autres choses qui vont venir. Et le deuxième cas que nous avons, c'est une hypoplasie médulaire associée au PSP. Parce que le B est toxique au niveau médulaire. Donc, je vais passer au deuxième cas. Pour le premier cas, je vois le message. Quel est le message qu'on doit retenir? Oui, c'est important. Biopsie. Quel message à retenir? La biopsie de quoi? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire, il y a la conduite. Premièrement, la thrombopénie ne veut pas dire toujours qu'il y a une cirrhose fibrose sévère. Et il faut se méfier de profil de l'immunotolérant. Chaque fois que vous avez vraiment un paramètre qui attire l'attention, il ne faut pas hésiter à faire une biopsie hépatique. Donc la question qui en découle maintenant dans notre esprit, c'est quand la biopsie est indispensable devant une hépatite virale? Quand? Parce qu'il y a des cas où on peut traiter sans faire de biopsie. En principe, l'évaluation en dehors de porteurs inactifs. Le vrai porteur inactif. On va voir tout à l'heure. L'immunotolérant, le vrai immunotolérant avec tous les paramètres qui sont là. Là, on n'est pas obligé de faire une biopsie. Mais dans tous les autres cas de figure, il faut faire une biopsie hépatique, même si on décide de traiter sur la cytolyse uniquement de la charge virale. Parce que si jamais on fait un fibroscan, genre F3, F4, F3, est-ce que je suis obligé de faire la biopsie? Ça dépend pourquoi tu as posé l'indication de fibroscan. Comprendre donc la cytolyse, même devant une cytolyse qui est supérieure à 2 fois la normale avec une charge virale élevée, on doit faire une biopsie hépatique systématiquement avant de traiter ou c'est optionnel? Elle est optionnelle, oui, mais il faut la faire pour savoir le degré de fibrose hépatique, mais on ne va pas se baser sur le résultat de la biopsie hépatique pour indiquer le traitement. On décidera d'emblée de traiter le patient. On aimerait bien voir ou savoir le degré de la fibrose hépatique pour suivre le patient. Parce que la prise en charge d'un cirrhotique ou d'un patient qui a une fibrose sévère, tout à fait différente d'un patient qui a une fibrose minime à modérée. Même si on décide de traiter sur la cytolyse. On va voir tout à l'heure le cas des séminaires illustre et le remboursement, les mutuelles maintenant, on est obligé de faire une PVH pour le moment? Pour le remboursement pour les mutuelles. La demande systématiquement en général. Oui, la demande systématiquement. Donc finalement, La baisse c'est la biopsie. La baisse c'est la biopsie. Mais de toutes les manières, il faut. Pour le moment, c'est la biopsie hépatique. Les tests non invasifs c'est la biopsie. Ne sont pas acceptés pour oui, en attendant que les... Personnellement, j'ai jamais demandé un traitement chez un patient atteint d'une hépatite virale B sur un moyen non invasif. On fait toujours une biopsie hépatique pour décider de traiter. C'est peut-être qu'il y a une conduite, sûrement une conduite atténuée, sûrement vous en avez entendu parler. Il y a certaines propositions qui disent qu'il faut prendre une année pour observer un malade, le profil du malade d'une hépatite B. On prend une année, transaminase, ADN pour 3 mois et après on disciple. Ça c'est important. On peut se ramener, parce qu'on voit sincèrement, c'est très important ce qu'il est en train de dire. Sincèrement, je ne suis pas très convaincu d'attendre vraiment une fois que j'ai les deux conditions pour traiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le cas par cas. Il y a des malades chez qui on peut attendre une année, 2 ans pour voir le vrai profil. Voilà, exactement. Mais chez certains patients, on ne peut pas attendre. C'est clair. Une cirrhose décompensée, une cirrhose évidente.
Non, je ne pense pas qu'il faut attendre une année à 2 ans. Là, c'est évident. Mais si vous avez des malades, par exemple, A2, F2, par exemple, je prends un F2. Généralement, on prend notre temps, je refais les transaminases, je refais l'ADN pour savoir vraiment le profil de patient avant d'essayer. C'est-à-dire tu as un malade, je dis. Tu as le profil virologique. Oui. Est-ce que tu me directement la biopsie ou là on attend un éventuel. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le comptage a été fait. Est-ce qu'il va, dans les 6 mois, il peut devenir antigène HBE. Il y a beaucoup de modifications qui peuvent arriver avec les 6 mois. Est-ce qu'on va sauter sur la fibroscopie, sur la biopsie d'extérieur ou là on peut attendre? Et combien peut-on attendre? Quelle est la durée pour dire pour dire à malade, il faut y aller. Je pense qu'un patient qui cytolise au-delà de 5 fois la normale, il ne pourra pas attendre. C'est-à-dire, il a qu'un au départ de 5 fois la normale. Exactement. Là où l'acide passe de 2 à 3 là à 4. Inférieur à 5 fois la normale, généralement on peut attendre. Surtout dans l'HBE positif, ce qui est recommandé, c'est d'attendre 3 à 6 mois. Parce qu'il peut faire une séroconversion spontanée. Ça, on peut le voir après. Mais dans les autres profils, je pense après 3 mois, 6 mois, on peut décider le traitement. Même si vous avez ADN, par exemple, ADN 500 000, transaminase 3 fois le normal, vous avez un F2, l'anglais. Donc il a bien F2. Alors il ne faut pas attendre. Non, il faut pas. Tout est clair. Tout est clair. Si je suis un terme clair, il ne faut pas attendre. Quel est le but là-dedans? Parce qu'il y a des conduites comme ça. Même on a un F2, on a des transaminases élevées, on a un ADN supérieur à 20 000, donc pour les 2000. Une fois que le patient s'étoilise, il faut décider le traitement. Un patient qui a des transaminases normales, on peut attendre. Surveillance. 24 ans. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Sexe masculin. 55 kg. Hémoglobine à 13. Plaquette à 265 000. Le reste de bilan est correct. Pas de cytolyse. Bilan hépatique tout à fait normal. Notamment l'albumine et les gamma-globulines. Anti-HBS positif bien sûr. Quantification en fait. HBE positif. Anticorps anti-HBE négatif. Anti-HBC positif. IgG, IgM négatif. Charge virale très élevée. 8,5 log. Pas de co-infection virale. Il n'y a pas eu d'évaluation de la fibrose. Donc en résumé, patient de 26 ans, 24 ans ou 26 ans. Avec une forte charge virale, sans cytolyse, sans signe morphologique d'hépatopathie chronique, sans signe d'HTP. Exactement. Donc c'est réglé, c'est un immunothérapeute. À surveiller. Les jeunes. Surveillance tous les 3 à 6 mois. Transaminase. Quel est notre dernier évolution dans le profil? Généralement, le risque de passage devient une hépatie chronique HBE positif, et puis de fortes chances de séroconversion par la suite pour devenir porteur inactif. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de dire que 9 sur 10 vont devenir? Il peut rester immunotolérant pendant quelques mois à quelques années. Mais l'évolution après... Mais l'évolution, elle risque de passer à n'importe quoi. C'est pourquoi il faut le surveiller tous les 3 à 6 mois. Transaminase et l'HBE, le statut HBE. Non, mais il y a le statut d'électron, pas marié, célibataire. Célibataire. Aucune idée sur la contamination? Probablement sexuel. Probablement sexuel. Le troisième cas clinique est très intéressant. Désireux de grossesse. Le couple veut réaliser l'infertilité de fécondation in vitro. Il est âgé de 28 ans. Ils sont mariés depuis 10 ans. Ils ont été adressés par un gynécologue.
après découverte d'un anti-HPS positif dans un bilan pré-fécondation in vitro. Une question non plus, s'il te plaît. Pourquoi ça fait partie de la fécondation? On demande toutes les sérologies. Ah, c'est obligatoire. C'est le B et le VH. Parce que je sais pas. Exactement, ça rejoint un petit peu les grossesses. Moi, tu ne pas le C. C'est les virologies. Si. Ah ouais. Systématique. Sérieux. Ça fait pas partie de la fécondation. Le B, oui, parce que le C, ça fait pas partie. Le B, c'est systématique régionale. Qui diront dans le système? Là, le public, c'est D'accord. Donc le bilan est normal. La charge virale à 540. Très faible. Charge virale. Antigène HBE négatif. Anticorps anti-HBE positif. Échographie normale. Il n'y a pas eu d'évaluation de la fibrose. Donc en résumé, patient de 28 ans, sans antécédents notables, adressé par son gynécologue dans le cadre d'un bilan bref, fécondation in vitro, à la découverte d'une infection par le virus de l'hépatite B. Que faire? Parler au pédiatre. Les grossesses. Je rejoins les grossesses habituelles. Au cours de la fécondation. C'est le gynécologue qui dit ça. Ah d'accord. Parce que moi je vois pas de Il a demandé l'avis de Gaston Tarot. Parce que moi je vois pas de contamination au cours de la fécondation. La contamination ne pourra se faire qu'au moment. Exactement. Exactement. C'est des grossesses précieuses, c'est souvent une césarienne. La césarienne ne diminue pas, on va le discuter. Si j'inverse la question, le gynéco vous envoie la patiente pour dire est-ce que l'hépatite B est une contre-indication à la fécondation in vitro? Est-ce qu'il y a des données de la littérature? Finalement, il y a des recommandations concernant la réalisation de la fécondation in vitro. Donc, j'ai trouvé 2 articles. Pour le premier article, c'est de 2009. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Il faut prévenir la transmission verticale à partir du 3e trimestre. Parce que la grossesse est un moment de l'accouchement par la sérovaccination. Le 3e trimestre, on a décidé une charge virale. Le cas de ce patient, il y a presque rien. Donc on ne fera rien au 3e trimestre. Non. Ça veut dire qu'il faut refaire les charges virales au 3e trimestre. Pourquoi je dis le 3e trimestre? En fonction de la charge virale du 3e trimestre. Mais si elle reste basse, on ne fera rien. En principe, non. Rejoins un petit peu ce qui a été dit dans le mais il dit en préférence, la charge virale doit être le moment de réaliser la fécondation. S'il n'y a pas d'indication, la patiente a été envoyée au gastro-entérologue pour voir s'il y a d'abord l'indication à traiter la patiente. Il ne faut pas oublier la patiente. S'il y a une indication, là on traite bien sûr avec un traitement antidiurétique qui n'est pas contre-indiqué au cours de la grossesse, notamment la tête de VD. Et tu as traité cette patiente finalement? Traité pourquoi? Juste quoi? J'ai présenté ce cas pour l'intérêt des présents. Alors, ce cas-là, il a été présenté au professeur Benrazeuz et il m'a dit que préférence de traiter par Zifix au moment de la fécondation. On l'a traité par Zifix, il a négativé. Ah carrément, elle est passée à 0. Il a passé à 0 et bon, il a bénéficié de la fécondation. Là, le but. Mais dans la littérature, il n'y a pas d'indication. Mais il a négativé la... Se respecte. Elle est toujours sous Zifix. Non. Juste le moment de la réalisation de la fécondation. On charge virale à 0 au moment de... C'est un avis d'expert. On a eu un cas comme ça au CHU, mais c'était le mari qui était infecté. On a contrôlé après l'arrêt de Zifix, il a gardé les mêmes chiffres. 500. Inférieur à 2000. On va remonter. On a eu un cas comme ça, mais c'était le mari qui était infecté. Portant inactif, on n'a rien fait. Ça s'est bien passé.
Désolé. Au moment de la fécondation. Recommandation, c'est au cas par cas. Ah non, c'est une recommandation. La recommandation, c'est pas une contre-indication. Le mari qui a été infecté. Oui. Normalement, il faut faire une vaccination de la femme. La femme, bien sûr, elle est vaccinée. La femme, elle est vaccinée. Le risque, c'est au moment de la réalisation de la fécondation. Mais généralement, il y a tout qui diminue le risque avec des virucides, qui diminue le risque de transmission virale, notamment le VIH. Donc, si tu permets, pour aller dans le même sens d'idée, supposons qu'elle fait la fécondation, qu'elle tombe enceinte, que tout se passe bien. On fait une charge virale au 3e trimestre, elle est faible, donc on n'a pas besoin de la mettre sous traitement, et arrive l'accouchement. Est-ce que le gynécologue nous contacte, c'est arrivé plusieurs fois, est-ce que... Voilà. Uniquement sur l'existence du virus de l'hépatite B et non pas sur des raisons obstétricales. Finalement, la césarienne ne modifie pas le risque de transmission virale. Mais apparemment, certaines études ont démontré qu'à partir d'une charge virale très élevée, supérieure à 8 logs, on va voir tout à l'heure, si vous voulez, on recommande, je sais pas, une césarienne élective. Ça suppose qu'on a traité le 3e trimestre. Oui. Parce que d'après les recommandations, ils ont donné un chiffre. Un chiffre. J'ai traité au 3e trimestre. Ils ont donné un chiffre de 20 millions d'unités internationales. Par exemple, on veut le voir tout à l'heure si vous voulez. J'ai le cas clinique de la femme enceinte. Non. Il n'y a pas de recommandation. Donc, ton message, ce cas, il ne faut pas traiter. Non. Donc, le cas clinique de Dr Nadia, c'est un patient de 50 ans, 90 kg, 1m82, bilan LFS normal, cytolyse à 2,5 fois normal, TP 89%, triglycérides élevés de 55, gène HbS positif, HbE négatif, anticorps anti-HbE positif, anticorps anti-HbC positif bien sûr, une charge virale à 50 970. Pas de co-infection. A1, F1 à la biopsie hépatique, à l'écho abdominal stéatose. Voilà. Décision thérapeutique, le patient a été traité par interféron piguilé pendant 48 semaines. Traitement bien supporté cliniquement sur le plan hématologique, effet secondaire, urticaire généralisé avec tolérite, répondant aux antihistaminiques. PCR-S4 négatif. Est-ce que vous faites la PCR-S4? C'est le pays. Monsieur le sait. Rapide. C'est S12. Si on vous demande la cinétique, on peut demander un S4. Ce qui est recommandé, c'est S12 et S24. Donc PCR 3 mois négatif, à 6 mois toujours négatif, bilan hépatique normal, et on est à 9 mois après l'arrêt de traitement. Ah, 9 mois de traitement. D'accord. Quelle est la durée de traitement par interféron? Est-ce qu'on peut... D'accord. Si tu permets. Non, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut rediscuter l'indication thérapeutique? Absolument, c'est ça la question. Est-ce que le malade c'est-à-dire tu l'as vu, tu l'as mis sous traitement de fibrose, ou là tu as un recul là, au niveau du profil virologique? C'est la question montre la difficulté. C'est ça la difficulté du B. C'est pour cela que j'ai voulu le présenter. Il ne pose pas tellement de problèmes actuellement, mais ça m'a posé un certain... Finalement, l'indication de traitement, comme on a dit, est-ce qu'il y a une indication à traiter? Absolument, c'est ça. La première discussion. Alors, elle est obèse,